Vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Deuxième étape de la tournée africaine du chef de la diplomatie algérienne. Ahmed Attaf s'est entretenu sur la situation au Niger avec son homologue béninois à Cotonou. Et l'Italie a exprimé ce soir son soutien et sa haute appréciation à l'initiative du président Tebboune afin de trouver une solution pour un retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. Et face aux intentions de la CEDEAO d'intervenir militairement, Niamey a autorisé le Mali et le Burkina Faso à envoyer leurs troupes sur les terres nigériennes en cas d'attaque. Et puis, disparition du patron de Wagner, le Kremlin se défend et qualifie les accusations de l'Occident de mensonges absolus. Autodafé du Saint-Coran, le gouvernement danois prépare un projet de loi pour rendre illégal l'acte. Bonsoir à tous. Deuxième étape de la tournée africaine du ministre algérien des Affaires étrangères. Ahmed Attaf a atterri aujourd'hui au Bénin et s'est entretenu avec son homologue béninois. Les deux parties ont examiné l'évolution de la crise actuelle au Niger et les moyens de contribuer à apaiser la situation à travers une solution politique pacifique afin d'œuvrer au retour à l'ordre constitutionnel dans le pays et de préserver la sécurité et la stabilité dans la région. Je vous le disais donc, la tournée africaine d'Ahmed Attaf a été majoritairement axée sur la situation actuelle au Niger et le retour à l'ordre constitutionnel tient à cœur à l'Algérie. On l'écoute. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que le sujet central de ces consultations politiques est la crise au Niger. Celle-ci est au centre des préoccupations de la CEDEAO. Elle est aussi au centre des préoccupations de mon pays. Je voudrais dire que le principe du refus et du rejet des changements anticonstitutionnels tient particulièrement à cœur à l'Algérie puisque c'est au sommet africain d'Alger en 1999 que cette norme a été posée, la norme du refus, du rejet des changements anticonstitutionnels. Donc, l'Algérie se considère d'une certaine manière le dépositaire politique, le dépositaire moral de cette norme. Et nous ne pouvons que la réaffirmer avec force au vu de la crise au Niger, qui est une crise conséquente à un changement anticonstitutionnel. L'Algérie, tout comme le Bénin, œuvre à éviter que le Niger sombre dans une spirale infernale. L'urgence, selon Ahmed Attaf, est d'éviter un surcroît de risques pour toute la région. Il y a un souci commun qui nous anime d'éviter à la région, d'éviter à nos pays un surcroît de risques, un surcroît de périls. L'Algérie, tout comme le Bénin, sont solidement attachés à la priorité à donner au développement économique et social. Seule crainte pour le Niger et toute une région, une intervention militaire avant d'avoir épuisé tous les moyens pacifiques. Le chef de la diplomatie algérienne donnera l'exemple des violentes interventions en Irak ou encore en Libye. L'Algérie n'innove pas. L'Algérie a été systématiquement contre les interventions étrangères, partout où elles se sont produites, avant que ne soient épuisés les moyens pacifiques. Je vais vous donner quelques exemples. Nous avons mis en garde avec beaucoup de force contre l'intervention américaine en Irak. Regardez dans quel état est l'Irak. Nous avons mis en garde avec beaucoup de force aussi contre les interventions militaires en Syrie. Regardez dans quel état est la Syrie. Nous avons
toujours avec la même force, mis en garde contre l'intervention militaire en Libye. Regardez où en est la Libye. Le recours à la force, pour ce qui concerne l'Algérie, a toujours été un élément de complication et non pas un élément de solution. Et c'est pour cela que nous donnons la priorité actuellement. Et c'est cela qui nous intéresse. Et c'est cela qui est important. Je crois sincèrement que la CEDEAO, tout comme l'Algérie, à travers les efforts qu'il déploie actuellement, travaille à promouvoir une solution pacifique à cette crise. Nous sommes dans cette phase-là. Et depuis le début de la crise au Niger, le canal de communication a toujours été actif entre le président Talon et le président Tebboune. Une convergence de vues entre l'Algérie et la CEDEAO et pas ricochet entre le Bénin et la CEDEAO, selon le ministre béninois des Affaires étrangères. Dès la survenance de cette crise, les présidents Talon et Tebboune ont été parmi les premiers à échanger, à discuter et sont restés en contact permanent depuis ces 3 semaines. Je voudrais également mettre l'accent sur ce que vient de dire mon frère, le ministre Attaf, sur la convergence de points de vue entre l'Algérie et la CEDEAO, et donc par ricochet entre l'Algérie et le Bénin sur cette crise au Niger. Nous partageons cet attachement à la conquête du pouvoir par les urnes et non par les armes. Nous partageons également le fait qu'on ne peut pas laisser prospérer au sein de la région des régimes militaires non constitutionnels. Et donc là-dessus, nous allons travailler ensemble pour que ces objectifs qui ont été fixés par les présidents Tebboune et Talon puissent se matérialiser le plus rapidement possible en ce qui concerne le Niger. Et à ce propos, le chef de la diplomatie algérienne a reçu un appel téléphonique de son homologue italien Antonio Tajani, qui a exprimé le soutien du gouvernement de son pays et sa haute appréciation à l'initiative du président Abdelmajid Tebboune d'envoyer des émissaires au Niger et dans les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, afin de créer les conditions nécessaires pour prévaloir sur la logique d'une solution politique à la crise au Niger. Dans le même contexte, Antonio Tajani a indiqué que l'Italie partage pleinement la préoccupation de l'Algérie concernant les répercussions de l'option du recours à la force, soulignant la disposition de son pays à soutenir les efforts d'Alger visant à apaiser la situation et à œuvrer pour parvenir au retour à l'ordre constitutionnel au Niger par des moyens pacifiques. De son côté, le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Lounès Maghraman, s'est entretenu ce vendredi avec le Premier ministre Zeynamine Ali Mahaman à Niamey. Des entretiens axés sur l'actuelle situation au Niger et les moyens de trouver une issue à la crise dans le cadre des efforts déployés par l'Algérie pour contribuer à une solution pacifique. Nous sommes de ceux qui privilégie un petit peu la négociation, l'approche politique, l'esprit d'apaisement pour qu'il y ait vraiment une entente autour d'une sortie de crise, sans recourir à la violence. Nous regrettons qu'il y ait ce genre d'appel à une intervention militaire étrangère. Nous sommes de ceux qui sont contre, qui s'opposent à toute intervention au Niger, parce qu'une intervention au Niger aura des conséquences naturellement désastreuses, non seulement sur le Niger, mais aussi sur tous les pays de la région. Donc nous sommes en train de travailler et d'œuvrer, de déployer des efforts pour qu'une approche politique négociée soit privilégiée, et on espère qu'au bout de ce processus, le Niger retrouvera sa stabilité. La transition au pouvoir au Niger a autorisé le Mali et le Burkina Faso à envoyer leurs troupes sur le territoire nigérien en cas d'attaque. C'est ce qu'a annoncé les 3 pays ce vendredi dans un communiqué conjoint. Cette annonce intervient alors que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a menacé d'intervenir militairement dans le pays si les efforts diplomatiques venaient à échouer. Sur les hautes instructions des chefs d'État du Burkina Faso et de la République du Mali, leurs excellences Madame Ragnéwendé Olivia Rouamba et Monsieur Abdoulaye Diop,
respectivement ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur et ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale du Mali, ont effectué une visite de travail à Niamey le 24 août 2023. Les deux ministres étaient accompagnés de M. Alousseni Sanou, ministre de l'économie et des finances de la République du Mali, M. Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, chargé de la coopération régionale du Burkina Faso. Les deux ministres et leurs délégations respectives ont été accueillis dans la ferveur et l'enthousiasme. Et les crises continentales ne sévissent pas uniquement dans la région du Sahel. Au nord-est de l'Afrique, le conflit militaire soudanais rime avec catastrophe humanitaire en raison de la propagation des maladies et du phénomène de malnutrition qui touche de plus en plus d'enfants selon l'ONU. Amin Touta. Des seaux d'eau sur des charrettes et des enfants à dos des mers. Une scène d'exode pour ces Soudanais vers la frontière du Tchad qui résume la situation humanitaire de ce pays d'Afrique de l'Est après plusieurs mois d'affrontements entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Un cri d'alarme vient de Genève. Le porte-parole du haut responsable onusien, Martin Griffiths, affirme que le conflit et la famine pourraient accentuer le désastre si les acteurs de la crise soudanaise ne placent la population au-dessus de toute considération. Nous venons de publier une déclaration sur le Soudan du coordonnateur de secours d'urgence, Martin Griffiths. Il contient un avertissement sévère du chef humanitaire de l'ONU, selon lequel la guerre et la faim pourraient consumer le Soudan, si ceux qui combattent dans ce conflit ne placent pas le peuple soudanais au-dessus de sa quête de pouvoir et de ressources. Depuis la capitale Khartoum et le Darfour, la guerre est devenue virale et s'étend désormais au Kordofan, à Kadougli, la capitale du Kordofan méridional. Et c'est les personnes vulnérables et les enfants qui payent le prix cher d'une guerre. Selon les sources onusiennes, des centaines de milliers d'enfants souffrant de malnutrition pourraient mourir s'ils ne reçoivent pas les soins nécessaires. Des prévisions qui s'ajoutent au risque de la propagation des maladies dangereuses telles que la rougeole et le paludisme. Depuis le 15 avril passé, les combats ont provoqué le déplacement interne de plus de 3,6 millions de personnes, tandis que près d'1 million d'entre elles ont fui vers les frontières, espérant un jour faire le chemin du retour vers un pays déstabilisé depuis plus de 4 ans. Et je vous le disais en titre, depuis l'accident d'avion qui a coûté la vie au chef de Wagner, la Russie et son président essuient des accusations acerbes venues tout droit d'Occident, des accusations qui imputent la mort d'Evgeny Prigojine à Vladimir Poutine et que le Kremlin, par le biais de son porte-parole Dmitri Peskov, a démenti et qualifié de mensonge absolu. Sohila Kelal. Des accusations qualifiées de mensonge absolu. Ce vendredi 25 août, le Kremlin est sorti de sa réserve pour tordre le cou aux allégations occidentales qui incriminent Moscou dans l'accident d'avion qui a coûté la vie à 10 personnes, dont le chef de Wagner, Evgeny Prigojine. Il y a actuellement beaucoup de spéculations autour de cet accident d'avion et de la mort tragique des passagers de l'avion, dont Evgeny Prigojine. Bien sûr, en Occident, toutes ces spéculations sont présentées sous un angle bien connu. Tout cela est un mensonge absolu. Il est nécessaire de s'appuyer exclusivement sur les faits pour aborder cette question. Dmitri Peskov a affirmé qu'une enquête sur les circonstances et les causes de la chute de cet avion survenu dans le nord-ouest de Moscou était en cours. Donc à l'heure actuelle, il est prématuré de tirer des conclusions hâtives et toute accusation est infondée. Si vous avez écouté attentivement la déclaration du président russe hier, il a déclaré que tous les tests nécessaires, y compris génétiques, seraient désormais effectués. Les résultats officiels, dès qu'ils seront prêts à être publiés, seront publiés. Un homme au destin complexe, c'est dans ces mots que le président russe a évoqué Evgeny Prigojine dans une allocution à la télévision russe. Poutine a salué la contribution du patron de Wagner en Ukraine et a promis de mener l'enquête sur les conditions de l'accident.
Je connais Evgeny Prigojine depuis très longtemps, depuis le début des années 90. C'était un homme au destin complexe et il a commis de graves erreurs dans la vie. Il a obtenu des résultats dont il avait besoin à la fois pour lui-même et lorsque je lui demandais pour la cause commune comme ces derniers mois. C'était une personne talentueuse, un homme d'affaires talentueux. Il a travaillé non seulement dans notre pays et a travaillé avec des résultats, mais aussi à l'étranger, en Afrique en particulier. Il était impliqué dans le pétrole, le gaz, les métaux et les pierres précieuses là-bas. Depuis la survenue de cet accident aérien en Russie, des politiques et des médias occidentaux ont accusé ouvertement, sans preuve aucune, Vladimir Poutine d'avoir commandité l'assassinat de Prigojine pour le punir d'avoir lancé une mutinerie déjouée le mois de juin dernier contre des hauts gradés de l'armée. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré ce vendredi qu'il y avait un accord selon lequel les présidents turcs et russes se rencontreraient bientôt. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a invité le président russe Vladimir Poutine à se rendre en Turquie ce mois-ci, mais aucune date n'a encore été confirmée. La Turquie tente de persuader la Russie de revenir à l'accord d'exportation des céréales de la mer Noire après que Moscou s'en était retiré le mois dernier. Il est entendu que cette réunion entre Poutine et Erdogan aura lieu prochainement. Nous synchronisons habituellement les annonces de telles visites avec nos pays partenaires et nous annoncerons sous peu quand et où exactement elle aura lieu. La réunion est déjà en cours. Elle est préparée de manière très minutieuse. Et tous les moyens sont bons pour tenter de convaincre Moscou de revenir à l'accord. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a d'ailleurs rencontré le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan à Kiev ce vendredi pour discuter principalement de cet accord qui avait permis l'exportation en toute sécurité des céréales ukrainiennes vers la mer Noire. Au taux d'affaires du Saint-Courant, le gouvernement danois a annoncé ce vendredi qu'il allait proposer une loi pour rendre illégal l'acte de brûler des exemplaires du Coran dans des lieux publics dans un contexte d'efforts déployés par le pays nordique pour désamorcer les tensions croissantes avec plusieurs pays musulmans. Quand des individus manifestent et brûlent quotidiennement le Coran, comme nous l'avons vu récemment, c'est une simple moquerie et un acte antipathique. Cela nuit au Danemark et aux intérêts danois et met en danger la sécurité des Danois dans le monde et chez eux. Comme nous l'a informé le service de renseignement, les récents taux d'affaires du Coran ont une conséquence sur le tableau actuel des menaces et la menace terroriste contre le Danemark s'est accrue. La liberté d'expression est la pierre angulaire de la démocratie au Danemark. C'est pourquoi le gouvernement souhaite une intervention juridique limitée et précise. Le gouvernement proposera une législation interdisant la manipulation inappropriée d'objets ayant une signification religieuse essentielle pour une communauté religieuse. Les réfugiés Rohingyas au Bangladesh se sont rassemblés ce vendredi pour commémorer l'exode déchirant qu'ils ont vécu en 2017 lorsqu'ils ont fui la répression menée par l'armée au Myanmar. Certains réfugiés restent émus et déchirés. Beaucoup d'entre eux ont exprimé leur déception quant à la direction que prenait leur vie, avec peu ou pas de progrès dans leur avenir. Nous avons subi une immense oppression chez nous. Les militaires et les milices ont violé des filles devant leurs pères. Ils ont massacré des pères devant leurs filles. Dans mon village, j'ai vu des dizaines de personnes se faire tuer par eux. Je ne peux pas oublier ces incidents. Vivre sous des baraques pendant des années est une chose inimaginable et douloureuse que nous vivons. Il y a maintenant également une pénurie alimentaire. La prochaine génération n'aura pas d'avenir ici. Nous ne savons pas quoi faire. Cela fait 6 ans et nous ne savons pas combien de temps cela va durer. Et avant de se quitter, une dernière information qui vient de nous parvenir. Au Niger, le CNSP a ordonné ce soir le départ de l'ambassadeur de France du pays sous les 48 heures. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. À demain.